Au titre de la rentrée judiciaire 2023-2024, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, 500 Kambilé a remis des engins roulants d'une valeur de 696 millions de nos francs à plusieurs greffiers en chef, ce mardi 26 septembre 2023, au tribunal de première instance au Plateau. Le premier garant de la justice a saisi cette occasion pour encourager ses collaborateurs à faire bon usage des moyens mis à leur disposition dans l'exercice de leurs fonctions. Les importants efforts financiers consentis par l'État pour l'acquisition de ces véhicules doivent appeler à la responsabilité dans l'usage qui en est fait. Les véhicules mis à votre disposition sont des véhicules de service. Ils sont mis à votre disposition pour faciliter l'accomplissement de vos tâches professionnelles au sein du service. Ils sont destinés à vous aider à accomplir vos obligations de manière plus efficace en vous permettant de vous déplacer rapidement et efficacement pour superviser les activités de votre service et pour répondre aux besoins opérationnels urgents. Ces véhicules ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles ou privées. Ils ne sont pas destinés au déplacement au village ou à des courses dans des supermarchés. Les clés des 24 véhicules de type 4x4 ont été remis par le ministre aux différents récipiendaires qui ont tenu à marquer leur reconnaissance au gouvernement ivoirien au travers de 500 Kambilé. Cette remise est la deuxième du genre faite par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur le garde des Sceaux, la reconnaissance des greffiers de Côte d'Ivoire. Reconnaissance d'abord pour avoir relevé au niveau des autres administrations les services du ministère de la Justice, singulièrement les greffes des juridictions. Reconnaissance ensuite pour tous les efforts par vous consentis afin de renforcer les attributs et responsabilités des greffiers en chef, leur permettant ainsi de jouer pleinement le rôle d'auxiliaire de justice qui est le leur. Cette remise vient concrétiser la promesse faite de doter les chefs de cour, des juridictions ainsi que les greffiers en chef de véhicules. À ce jour, c'est au total 173 véhicules qui ont été mis à la disposition des acteurs du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Après la Côte d'Ivoire, en janvier 2024, le Maroc accueillera pour la deuxième fois l'événement phare de l'Afrique. 35 ans après, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, se tiendra au Maroc. La décision a été prise lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, mercredi dernier au Caire en Égypte. Cette grande nation du football sur le continent africain a organisé la CAN en 1988 et avait été désignée pour 2015 avant de demander un report à cause du virus Ebola. Mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l'équipe marocaine de la compétition. L'édition 2027, quant à elle, se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le plus grand événement sur le sol africain revient en Afrique de l'Est, 51 ans après sa dernière tenue en Éthiopie en 1976. Ce sera la 36e édition de la plus grande fête du football sur le continent et la toute première fois qu'elle sera organisée par 3 pays. Kenya, Ouganda et Tanzanie. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Depuis sa création en décembre 2015, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli ses premiers étudiants à la rentrée universitaire 2016-2017. Les 2500 étudiants de la première promotion de cette université publique étaient soumis à 4 spécialités dans la filière informatique et sciences du numérique. Les étudiants de cette première promotion ont célébré l'obtention de leur licence en novembre 2019. Dès cette célébration, bon nombre d'entre eux ont embrassé la carrière professionnelle. Étudiant de la première promotion de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, j'ai fait une licence en multimédia et en numérique et un master en business communication digitale. Il faut dire qu'avec la formation que j'ai eue au niveau de l'université virtuelle,
J'ai pu aborder plusieurs emplois dans le domaine de l'employabilité. D'abord, j'ai été infographiste, après vidéaste, cadreur, photographe, ensuite directeur artistique. Et depuis pratiquement 1 an, par passion pour le domaine de la santé, je suis venu dans le domaine de la santé en tant que chargé de suivi et évaluation, gestion de bases de données. Effectivement, il faut dire que la formation que nous avons eue à l'université virtuelle nous a élargi le champ de l'employabilité. Comme je le disais tantôt, la formation était plus axée. C'est vrai qu'il y avait l'aspect digital, mais il y avait aussi l'aspect entrepreneuriat qui était développé. Et c'est avec les formations développées par l'UVCI en gestion de projet que je travaille dans cette entreprise. Parce qu'à la base, mon diplôme me permet de travailler dans le domaine uniquement du digital, de la communication digitale. Donc, les formations que j'ai eu à faire à l'UVCI m'ont ouvert le champ de l'employabilité. Peu importe le secteur d'activité, j'ai toujours une place dans laquelle je peux évoluer. Une collaboration bien appréciée par son employeur. Fama Stéphane, c'est un jeune frère, un travailleur de l'ONG SAPSU. Il est chargé de suivi et évaluation sur un projet, un important projet de notre structure. Et Stéphane Fama est là, ça fait bientôt 1 an, mais c'est comme si ça fait 10 ans qu'il était là. J'avoue que Stéphane Fama, il fait correctement son travail. Et en plus de son travail, quand nous avons des soucis, parce qu'il faut dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas d'informaticien maison, mais quand nous avons des soucis au niveau informatique, c'est Stéphane Fama qu'on fait appel pour dire qu'il accomplit bien sa tâche et il va au-delà même de sa tâche pour nous aider dans d'autres domaines. Achille est aussi étudiant issu de la première promotion. Il est installé aujourd'hui à son propre compte. Je suis informaticien de formation. À la base, je suis développeur d'applications web. Je suis issu de l'université virtuelle et je fais partie de la première promotion. Déjà, moi, en licence 2, j'ai vite commencé à faire des stages. Donc, étant en licence 2, j'ai intégré une entreprise où j'ai fait un stage de perfectionnement de 6 mois qui m'a beaucoup aidé, qui m'a préparé à affronter le monde professionnel. Déjà, moi, j'ai eu la chance parce que, étant à l'université virtuelle, j'ai intégré une école de formation pratique. Je faisais la pratique, ça me permettait de mettre en application ce que j'apprenais de façon théorique à l'université virtuelle. Depuis la fin de ma licence jusqu'à maintenant, j'ai pu faire au moins 6 entreprises. J'ai pu avoir une très bonne expérience professionnelle, ce qui m'a permis de me lancer depuis 2023 dans l'entrepreneuriat. Pour rappel, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire compte actuellement 10 479 étudiants et 1 769 diplômés d'une licence avec un taux d'insertion professionnelle de 73%, sûrement l'un des taux d'insertion les plus élevés des universités publiques en Côte d'Ivoire. La vente de vêtements en ligne fait partie des activités du e-commerce les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Ces acteurs se ravitaillent pour la plupart à partir des marchés des communes d'Abidjan. Pour les vêtements, je les prends à Djamé. Voilà, les chemises, je les prends à Djamé. Maintenant, pour les robes, je vais souvent à Kouté. La friperie, c'est moins cher, c'est à moins court. Voilà. Et puis, c'est des vêtements, tu ne vas pas voir ça sur quelqu'un. Tu as porté ta chose. Bon, ça là, comme ça, c'est un peu rare. Voilà, ça c'est friperie. Voilà, c'est quitté tout droit, ça vient de coûter. Donc, friperie, c'est rare. Tu ne vas pas porter, et puis tu vas sortir, tu vas voir sur quelqu'un. C'est impossible. Au magasin, tu vas quitter là-bas, tu vois ta jumelle. Davila Kwasi, vendeuse de vêtements d'âme, préfère la vente sur les réseaux sociaux. Car pour elle, la vente en ligne est plus rentable que celle faite à partir des boutiques dans les quartiers. Bon, je vends sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. J'ai choisi de vendre en ligne parce que c'est ce qui sort le plus. Voilà, la vente en ligne sort plus par rapport à avoir un magasin. Par exemple, j'explique. Lorsque vous vendez dans un magasin, c'est difficile pour certaines personnes de s'approcher, venir demander le prix parce qu'elles ont peur. Or, lorsque les articles sont en ligne, vous mettez le prix en bas, la taille, tout et tout. Si elle voit, elle sait que ça l'arrange, directement, elle prend l'article. Or, dans un magasin, c'est difficile même d'avoir peut-être 2 ou 3 clients. En ligne, c'est très facile. Certains consommateurs de la vente en ligne déplorent la mauvaise qualité de certains articles. Malgré tout, ces derniers continuent de passer des commandes en ligne pour plusieurs raisons. Parlons de la qualité. Bon, c'est comme, disons, un jeu. Parfois, nous achetons, quand ça vient, c'est très bon. Par contre, aussi, bon, c'est pas ça, au fait. J'avais fait une commande de sac. Et la photo, j'avais vu, comme on appelle, en image. Le sac qu'ils m'ont envoyé, c'était pas la même chose. Je continue d'acheter.
Même en exemple, ce que je porte, j'ai acheté ça en ligne. Voilà. Ce que je porte, ce que j'ai acheté ça en ligne. Voilà. Et j'apprécie. Contrairement à Olivier, José n'est pas consommatrice des articles du e-commerce pour des raisons personnelles. Du commerce en ligne, je pense que c'est profitable pour des personnes qui n'aiment pas se déplacer. C'est beaucoup avantageux. Je pense qu'il y a le bon et le mauvais côté. Les retours sont plus ou moins mitigés parce que ça peut bien se passer, comme je disais. Vous pourrez avoir une vente en ligne où vous avez très rapidement votre produit. Par contre, une vente en ligne qui peut mal se passer où vous n'êtes pas satisfait de votre produit. Généralement, on est habitué à pouvoir tester le produit avant de l'acheter. Une étude de Mastercard réalisée en décembre 2020 sur les dépenses de consommation en Côte d'Ivoire révèle que plus de 3 consommateurs sur 5 préfèrent les achats en ligne que se rendre dans les marchés ou les centres commerciaux. À Abidjan, de plus en plus des agences de placement de servantes s'installent. Aucun doute, les familles font appel à des agences de placement de servantes afin de répondre à leurs besoins en matière de services domestiques. Ces agences jouent un rôle essentiel en mettant en relation des employeurs à la recherche de filles de maison, qualifiées avec des compétences et désireuses de travailler, pour soulager le fardeau des tâches domestiques. Elles offrent des services de recrutement et de placement des filles de maison, tels que des femmes de ménage, des gardiennes d'enfants, des cuisinières, des infirmières à domicile et bien d'autres. C'est dans cette agence à conditions inappropriées que nous rencontrons M. Émile, qui nous explique leur fonctionnement du recrutement, des dames jusqu'à l'insertion. D'autres prennent des renseignements, eux, elles repartent chez elles à la maison. Après, d'autres aussi viennent. Et quand il y a un boulot, on fait tous les enregistrements et dans ce fait, elles vont sur le lieu de travail. Cap est mis à Cocody, où nous allons rencontrer l'un des responsables de cette agence. Avec eux, ces filles effectuent des entretiens, des formations avant l'insertion dans les couches familiales, tout en vérifiant les antécédents. Ils évaluent les compétences pour s'assurer que la fille de maison est qualifiée et fiable. Certaines, parmi elles, le font pour soutenir la famille. D'autres le font afin de se construire. Le placement du personnel de maison, voilà. Et ces personnels de maison sont variés. Et nous avons des nounous, nous avons des personnes d'assistance aux personnes de troisième âge, nous avons également les servantes, nous avons les gouvernantes, et donc le personnel qui est lié à la gestion d'aide à la famille. Nous faisons notre recrutement. Une fois la personne remplit ses critères, on passe maintenant à la seconde phase qui est la formation. Certaines femmes de ménage choisissent de travailler où elles perçoivent leurs frais de prestation quotidiennement. D'autres préfèrent travailler durant 31 jours avant de percevoir leur paye. On n'a pas de moyens, mais on fait un effort pour venir travailler. On vient aussi, le gars prend notre argent, il peut te dire, passe dans tel jour, tu vas venir. Tu viens aussi, il n'y a pas de travail. Certaines agences font l'effort de réguler ce domaine en rémunérant en moyenne le salaire minimum interprofessionnel garanti. Les agences de placement jouent un rôle important dans la société moderne, en facilitant la vie aux familles et en offrant des opportunités d'emploi aux travailleuses domestiques. Les chauffeurs de VTC sont parfois confrontés à un problème de sécurité. Les agressions verbales et physiques lors de certaines courses poussent les chauffeurs à refuser des commandes. Les chauffeurs sont plus agressés que les clients. On est plus agressés. Mais c'est pour les clients qu'on voit. Sinon, nous, on est beaucoup agressés. Quelquefois, les clients viennent, tu prends les clients, vous arrivez à la destination, ils te présentent un couteau, donne-moi le portable, tu leur donnes l'argent. Et quand tu arrives, c'est toi-même qui dois payer le portable. Les patrons ne reconnaissent pas les portables volés. Les patrons ne reconnaissent pas. Donc, ça joue sur nous. Et quand tu t'as fini, ils vont te couper. Te déposer ces 1000 francs chaque jour que tu roules. On ne gagne pas assez d'argent. Donc, quand il y a beaucoup de crédits sur toi, tu n'as pas la tête posée, tu es stressé, tout. C'est là le grand problème qu'il y a. Il y a aussi la question de pourcentage à verser aux sociétés de VTC, pointée du doigt par les chauffeurs. Il y a l'augmentation du pourcentage Yango, puis bon, d'autres choses, etc. Je ne sais pas, il ne peut pas tout citer. Présentement, on paye assez de soldes pour travailler, et on ne s'en sort pas, on ne gagne pas même, on ne gagne rien. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais moi j'accuse le pourcentage qui a augmenté.
Sans oublier la non-maîtrise du fonctionnement des applications de VTC par certains passagers. Il y a des gens qui ont portable Android, ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas comment commander. Il y en a aussi, ils n'ont pas portable Android. Un portable Android coûte cher. Donc la population a besoin de techniques pour pouvoir commander les taxis, les Niango, et nous les chauffeurs de Niango, on va gagner. Mais si ça reste sur ça là, il y a beaucoup de sociétés. Celui-là prend, donc quand tu sors, on a des problèmes de recettes. C'est-à-dire quand tu commandes par hasard comme ça un véhicule, le GPS lui prend le point qu'il connaît dans ton entourage. Alors que quand toi-même tu te situes, le véhicule vient jusqu'en dans tes jambes. Mais quand tu prends comme ça par hasard, tu lances, je vais à Agamé, le GPS lui prend un point donné qui est bien connu dans l'entourage. Alors donc tu peux être à la station ici, si la station n'est pas connue, que c'est le carrefour, comment on appelle, carrefour zone qui est bien connu par le GPS, il prend le carrefour zone et quand tu arrives là-bas, tu appelles le client, il dit que je ne suis pas là-bas, je suis dans tel coin, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les clients ont des problèmes de commande. Ils ne savent pas commander le Yango. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la commande. Donc, ils nous fatiguent un peu. Voilà. En pleine expansion, les VTC sont pourvoyeurs de milliers d'emplois dans la ville d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur du pays. Les VTC participent sans doute à la modernisation du transport urbain en Côte d'Ivoire.